avaient un logement particulier, mais néanmoins une partie non négligeable, 12%, vous voyez, qui était en foyer ou en hébergement d'urgence. Donc là aussi, une grande diversité parmi les conditions de vie des personnes concernées et participant à ces états généraux au mois de mai. Et puis un point enfin sur le fait d'être en contact ou pas avec une association. Vous voyez que 58% des personnes étaient ou volontaires ou bénévoles ou en tout cas intervenaient dans une association en lien avec le VIH. 32% étaient en contact avec une association mais sans en faire partie. Et puis 10% sans lien avec une association. Et ce 10%, c'était important parce qu'on a eu à cœur de faire en sorte que ce ne soit pas les états généraux des personnes vivant avec le VIH, justement en lien ou suivis dans une association, mais aussi des personnes qui n'avaient eu aucun contact avec des associations et qui étaient d'ailleurs souvent assez isolées. C'était important aussi d'avoir cette répartition. On a établi donc un certain nombre de recommandations à destination de plusieurs groupes de personnes, hein. Donc, en reprenant ce qui avait été, pour ceux et celles d'entre vous qui les connaissent, hein, les principes de Denver, hein, qui avaient été voilà, formulés par un groupe de personnes vivant avec le VIH en 1985 et qui mettaient en avant les revendications de l'époque et qui s'adressaient aussi à l'époque à différents groupes de personnes. Et c'est important là aussi voilà, de reproduire ça, de se dire on veut émettre des recommandations qui sont plutôt aussi des revendications à destination des personnes elles-mêmes, de nous-mêmes, globalement des groupes, des communautés de personnes vivant avec le VIH, des associations et des organisations qui accompagnent d'une manière ou d'une autre des personnes vivant avec le VIH, à destination aussi des professionnels de santé et enfin à destination des décideurs et décideuses politiques. Et ça, c'était vraiment ces 5 temps forts qu'on a organisés sous forme d'ateliers tout au long de ces 2 jours, sachant que pour information, pour construire le programme des États généraux, on est passé en amont par une longue période de remontée des besoins, à la fois par des questionnaires en ligne, par des temps collectifs dans les associations, pour faire émerger ce qui étaient les préoccupations des personnes concernées. Donc, il y a à peu près 350 personnes qui ont été consultées d'une manière ou d'une autre pour dire, voilà, aujourd'hui, ce sont mes préoccupations. Et ce sont à partir de ce premier recueil de besoins qu'on a pu établir le programme et de pouvoir mettre en place un certain nombre d'ateliers pendant ces 2 jours où, par thème, effectivement, chacun essayait de trouver un consensus, hein, ce qui n'était pas toujours facile vu la diversité des profils, mais en tout cas, tentait de faire ressortir les principales recommandations. Alors, ce que vous allez voir là dans les diapos suivantes, c'est effectivement ces recommandations. Alors, prenez-les telles qu'elles sont, c'est-à-dire un peu à l'état brut, hein. C'est une première synthèse des recommandations qui ont été émises durant ces 2 jours. Il y a un comité de suivi qui est maintenant chargé parfois de les reformuler ou de les repréciser, et puis surtout de voir comment on va faire vivre en fait, ces recommandations pour qu'elles ne restent pas à l'état de diaporama ou de documents sur une étagère. Alors, donc, les recommandations à destination des personnes elles-mêmes. Alors, on a mis en avant, c'est un point qui revenait très, très régulièrement, hein, sur la question de dire ou ne pas dire. Ça, c'est vraiment dire ou ne pas dire, parler ou ne pas parler de sa séropositivité. C'est un sujet qui est revenu quasiment dans tous les ateliers avec la difficulté qui était liée ou qui parfois, enfin tout ce que ça pouvait soulever derrière comme difficulté. En tout cas, on est revenu très fortement sur le fait de pouvoir dans ses relations intimes, avoir cette liberté de révéler ou pas son statut et accepter aussi que cela puisse représenter parfois un risque dans les relations sexuelles, relations affectives ou sexuelles, hein, d'en parler ou de pas en parler, d'en parler plus tard. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui est revenu très très fort, effectivement, comme aussi un obstacle parfois à mener une vie aussi épanouie, on y reviendra dans ses relations sociales et professionnelles, mais à s'autoriser à parler de son statut sérologique, partager son expérience, ses ressentis, aussi parler ou pas. Alors ça, c'est une question qui est revenue
très régulièrement dans les groupes, dans les entretiens, dans les discussions, c'est, est-ce que je dois en parler au travail, ou pas? Et aussi, est-ce que je dois en parler, à la médecine du travail? Et ça a été un sujet, on y reviendra tout à l'heure. Heu, Ce qu'on a mis en avant, pour, chacun d'entre nous, c'était aussi de pouvoir, renforcer ses capacités, face aux soignants, préparer, ses consultations, savoir faire face. Alors réveiller les médecins, on a pris l'expression, telle quelle, même si parfois on peut se demander ce que ça peut signifier, mais en tout cas, pouvoir faire en sorte voilà, que les médecins, nous écoutent, nous parlent. Et parfois aller jusqu'à, changer de professionnel de santé quand ce lien ne se fait pas, quand les personnes, ressortent, perturbées de leur consultation. On a eu, quelques exemples sur ces aspects-là. Mais en tout cas, le fait de pouvoir préparer ces consultations, c'est quelque chose qui est aussi, revenu, savoir oser poser des questions. C'est valable dans plein d'autres pathologies. On y reviendra, vous verrez aussi, sur le fait que finalement une grande partie de ces recommandations pourraient aussi s'appliquer à d'autres pathologies. Et c'est aussi, un point dans le suivi qu'on fera de l'ensemble de ces recommandations. Alors, ce qui est ressorti également, c'est le fait de cultiver son pouvoir, d'agir, pouvoir parler à la première personne, déconstruire aussi nous-mêmes, hein, les représentations, sur les personnes vivant avec le VIH pour soi-même et pour ses pairs. Alors, développer aussi donc ses capacités à agir, pour soi, se préparer donc à s'informer sur ses droits et anticiper, la retraite. Alors, vous verrez sans surprise et vous voyez sans surprise que, au regard de la répartition par âge de la population, le sujet de la retraite, du vieillir avec le VIH est revenu, très souvent, hein, sans surprise. C'est vraiment une thématique qui est revenue, régulièrement, à la fois sur cet aspect et aussi sur le fait de connaître ses droits. Et ça, c'était très, très frappant pendant ces 2 jours, de voir à quel point, notamment des personnes qui n'étaient pas en lien, avec des associations, mais pas que, n'étaient pas suffisamment informées sur leurs droits, que ce soit pour la retraite ou pour d'autres aspects. Hem, donc voilà, créer aussi son propre emploi. Des personnes proposaient voilà, de connaître ses droits sur le fait de pouvoir, créer, de l'auto-entrepreneuriat, s'emparer aussi de tout ce qui est accompagnement, existant et notamment aussi pourquoi pas, pour monter des associations, pour être plus fort, pour, se retrouver ensemble et pouvoir, aussi connaître, ses droits et bien être bien informés. Alors, il est aussi été question de pouvoir s'engager, militer, se mobiliser, hein. C'est important c'était aussi important pour les personnes de se dire, tout ne va pas arriver de l'extérieur. Il faut aussi, il y a eu une forte mobilisation dans les années 90, 80 et 90 des personnes parce que, elles étaient confrontées à la mort, elles se mobilisaient pour survivre et avoir accès au traitement. Et là, on a vu que c'était aussi important de continuer à se mobiliser et jouer, comme le disait, Daniel Defer, au moment de la création de Aide, jouer un rôle dans la transformation, sociale et faire en sorte de pouvoir réagir et militer et changer, participer au changement sur les idées reçues, envers les personnes vivant avec le VIH. Un point d'attention aussi sur les personnes qui avaient des parcours migratoires, qui étaient déjà, elles, en capacité de témoigner, en possibilité de témoigner et faire en sorte qu'elles aient un rôle pour pouvoir accompagner d'autres personnes à témoigner, pas forcément, dans les médias ou, au niveau du public, mais, au moins au sein des associations pour partager leurs expériences. Alors évidemment, recommandation forte, hein, ce qui rejoint, le premier point abordé tout à l'heure, le fait de vivre tout simplement, s'autoriser à avoir une vie affective, sexuelle, voilà, se laisser aller, être capable de s'engager émotionnellement. On voit encore aujourd'hui, à quel point, malgré les progrès scientifiques, malgré, l'accès au traitement, à quel point l'annonce, on y reviendra, du VIH, reste, voilà, reste avec un impact, compliqué à gérer, émotionnellement et avec, des personnes qui témoignaient sur le fait ils avaient ou elles avaient, elles s'autorisaient pas à avoir des relations sexuelles et on voit à quel point, on a un gros, gros travail encore à faire sur cette, question. Mais et aussi en parallèle, pouvoir s'autoriser à dire qu'on ne va pas bien. Ça, c'est aussi revenu régulièrement. C'est-à-dire que les personnes disaient:
aujourd'hui, parce qu'on a accès au traitement, parce qu'on est censé aller bien, parce qu'on est censé ne pas avoir d'effets indésirables des traitements, on n'ose plus dire finalement quand on ne va pas bien, comme si, même y compris de la part des personnes vivant avec le VIH, c'était pas bien accepté. Donc on a rappelé que c'était important en termes de santé mentale de pouvoir dire qu'on ne va pas bien et aussi accepter de se faire aider et de se faire accompagner aux besoins. Alors plus globalement, il y a eu des recommandations qui ont été portées à destination des communautés, donc pas de soi-même, mais aussi à l'attention des communautés vivant avec le VIH. Donc là aussi, pour développer cette capacité d'agir. Donc rappeler l'importance, et on l'a vu à quel point c'était essentiel pendant ces 2 jours, il y a eu des transformations, vraiment de personnes qui partageaient leur statut avec vraiment personne et qui sont vraiment se sont sentis en confiance grâce à ces 2 jours tous ensemble. Donc échanger et partager entre pairs pour voilà, aussi monter en compétence, s'informer, entre autres, et pas seulement, mais sur la question de l'accessibilité, l'accès à des droits. Quels sont mes droits? Comment est-ce que je m'informe? Comment est-ce que je peux y avoir accès? Et puis aussi, en cascade, accompagner aussi ses pairs dans des démarches. Il y a eu beaucoup d'échanges de conseils de manière informelle sur tout ce qui relevait de la sécurité sociale, sur les allocations, sur les différents droits des personnes. Et on voyait bien que parfois les droits existaient, mais les personnes n'étaient pas informées sur leurs droits. Et on sait bien, et vous savez bien que c'est pas que dans le cas du VIH où il y a vraiment une perte d'information qui empêche les personnes d'avoir accès à leurs droits, et notamment dans le cadre du travail. Alors, lutter pour nos droits, c'est aussi effectivement intervenir et sensibiliser au sein des entreprises pour que les personnes puissent oser, si elles le souhaitent en tout cas, parler à la première personne et aussi de leurs difficultés liées au travail. On a vu à quel point cette question du travail, de la disabilité, de pouvoir en parler était un vrai sujet et à quel point des expériences encore très récentes d'avoir parlé de sa séropositivité dans le milieu du travail avait eu des conséquences difficiles pour les personnes concernées. Donc ça, c'était aussi un point très très fort sur cet aspect-là. Mobiliser les communautés migrantes voilà, dans la communauté, faire en sorte que ces communautés qui... alors, bon, le terme migrant, parfois, parce que quand on est une personne migrante, en tout cas, à poser débat, mais en tout cas, je ne travaille pas, je réutilise les, voilà, les propos et les recommandations telles qu'elles ont été formulées. Mais en tout cas, mobiliser les personnes autour voilà, de leur accès aux droits aussi. On sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui, et malheureusement, la situation va pas s'améliorer. Et puis aussi dénoncer aussi collectivement les dysfonctionnements, les refus de soins, utiliser les commissions des usagers, on y reviendra tout à l'heure. Et puis aussi, ce qui était important, c'est aussi de s'inscrire dans l'histoire de l'évolution de l'épidémie. Je l'ai dit tout à l'heure, on a connu, pour certains d'entre nous, cette période des années 80-90. Les temps ont changé. Il s'agit effectivement de pouvoir voilà, ne pas oublier cette période, à la fois participer à l'évolution des représentations, se dire qu'aujourd'hui, vivre avec le VIH, c'est pas la même chose que de vivre avec le VIH dans les années 80-90, mais aussi entendre, je l'évoquais tout à l'heure, la douleur et la difficulté de vivre malgré tout avec le VIH en 2024, et notamment sur tout ce qui relève des discriminations, de la stigmatisation. Je pense, ce qui est vraiment revenu le plus fortement durant ces 2 jours. Et puis, tout en assurant ce devoir de mémoire. Voilà, on parlait de repolitiser nos luttes et de transmettre l'histoire de l'épidémie, rappeler pourquoi on s'est battu dans les années 80-90, rappeler pourquoi il faut encore se battre aujourd'hui. On n'a pas tous la chance d'avoir accès notamment à des traitements, par exemple. Alors, en France, un petit peu plus quand même, mais en tout cas, on voit que les obstacles sont encore nombreux. Alors, on a toute une série de recommandations à destination des associations et des organisations qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH. Un point important qui est relatif à l'accompagnement à l'annonce de la séropositivité, ça, cette question de l'annonce, la question de la santé mentale, d'une attention particulière au moment de l'annonce, elle était vraiment voilà, réaffirmée.
La nécessité, à l'heure où malheureusement, les financements, et ça je parle aussi en tant que directrice de SIDAction, on voit bien à quel point des associations, souffrent d'un manque de financement sur cette question-là. Mais en tout cas, il y a eu une demande de renforcer l'offre d'accompagnement, psychosocial, d'éducation thérapeutique, d'activité physique, question aussi de voilà, de lutte aussi contre les, vous savez les comorbidités, hypertension, diabète et cetera, de s'intéresser très fortement à la santé psychique, des personnes, vivant avec les VIH. Bien sûr, poursuivre la sensibilisation. Alors, on a l'acronyme ici sur I égale I, mais en tout cas, de rappeler et encore, parce qu'on ne croit pas toujours, malheureusement, malgré les preuves scientifiques, que quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le virus. Et ça, c'est vraiment un message fort qu'il faut continuer à pouvoir voilà, diffuser. Les associations doivent continuer à en parler, rappeler les différences entre VIH et SIDA. Vous savez à quel point il y a encore des confusions, notamment au niveau du grand public, sur ces questions-là. Et donc participer évidemment à la dédiaboliser vivant avec les VIH. Et puis, continuer à offrir des espaces de rencontre, et on sait bien que c'est compliqué, voilà, autour de la vie affective et sexuelle, offrir un accompagnement aux couples sérodifférents, aux familles, et aussi parfois, alors on a un petit peu de tout, hein, mais avoir aussi des horaires adaptés, ce qui n'est pas toujours évidemment facile, on s'en doute bien. L'importance aussi de pouvoir, soutenir, organiser, et promouvoir la montée en compétences des personnes noires dans les associations. Alors, c'est important aussi de parler de situations de discrimination au sein même des associations. C'est important que les personnes prennent aussi, voilà, une forme d'empowerment, et que les personnes les plus concernées aussi, concernées par l'épidémie puissent aussi, voilà, être forger des associations, les mettre en action, et prendre la parole. On voit bien que dans certaines associations, c'est parfois pas toujours facile. Adapter les outils de communication aux langues des personnes migrantes. Il y a un effort qui est fait, mais c'est aussi compliqué. Les gens doivent avoir accès à l'information, avoir accès à l'information sur leurs droits, et former les membres des associations sur l'accompagnement voilà, des personnes migrantes. C'est un sujet très fort, notamment en lien avec les services juridiques. Vous ne serez pas étonné que c'est un aspect très très fort qui prend de plus en plus de place aujourd'hui au vu du nombre croissant de personnes vivant avec le VIH expulsées du territoire. Une demande aussi qui a été très forte sur la remise en place des programmes d'aide et de maintien à domicile. Alors, vous pensez bien que c'est en lien aussi, évidemment, avec le vieillissement de la population. Continuer à intervenir dans les réseaux communautaires pour lutter contre les discriminations sérophobes. Toujours ce thème de la discrimination qui est revenu de manière très, très importante. Et rendre donc de nouveau ces actions et ces informations accessibles et lisibles pour que les personnes puissent s'en saisir. Offrir des services de médiation en santé, ça c'est vraiment important. Vous savez que la question de la médiation en santé est un sujet d'actualité qu'on est en train de. On fait partie des associations qui poussent aussi pour ce métier, la médiation en santé soit reconnue, que les postes soient financés. C'est extrêmement important. Alors, avec le nombre de ministres de la Santé qu'on a depuis quelques années, c'est un peu compliqué à suivre le dossier, mais en tout cas, il y a un fort investissement sur cette question-là. De diffuser aussi des listes de praticiens, alors qui sont voilà, respectueux des droits et des personnes vivant avec le VIH, au vu des discriminations auxquelles les personnes sont confrontées, et puis avoir des personnes et des référents spécialistes pour l'accompagnement des personnes à la retraite, ou les personnes dans un parcours de migration. Important aussi de co-construire des lieux de repos. Donc on en a déjà un petit peu parlé. Établir un livret pour les personnes vivant avec le VIH sur les démarches, voilà, pour savoir où s'engager, sur les droits possibles. On revient sur la question de l'information. Et puis, alors je passe vite fait parce qu'on va revenir juste après. Former les soignants sur le VIH, ça va peut-être vous sembler étonnant, mais on y revient tout de suite. Renforcer la collaboration interassociative, ça c'est important aussi pour transmettre l'information et pour être plus fort en termes de plaidoyer. Développer des outils d'observatoire, hein, bah, justement des refus de soins ou des inégalités, et puis s'emparer, on l'a vu, des problématiques liées à la retraite, et on en sait quelque chose à SIDAction. On verra bien ça sur la question du suivi. Renforcer la coordination et les partenariats avec les acteurs de la prise en charge sociale et les pouvoirs publics locaux. Donc, on est toujours sur les enjeux de coordination. Et là, c'est aussi un rôle des Corévi aussi, ou avec leur nouveau nom sur la santé sexuelle. Mais il y a un gros enjeu de coordination. Et puis, effectivement, de sensibiliser, faciliter les passerelles entre tous ces mondes, voilà, dans lesquels vivent les personnes vivant avec le VIH, comme tout le monde, les associations, le monde du travail, les entreprises, la médecine du travail.
Alors, je passe sur les alors j'essaie d'aller vite, hein, pour vous rattraper un petit peu sur le retard, mais en tout cas, on a aussi des recommandations qui sont donc à destination des professionnels de santé et ça, c'était vraiment un temps fort aussi, pour l'ensemble des personnes, participant à ces 2 jours, et avec, des recommandations qui seraient valables pour d'autres pathologies ou, pour lesquelles on pourrait par ailleurs s'inspirer, d'autres pathologies sur lesquelles, parfois les choses sont, plus avancées. Alors, on a effectivement une grosse revendication et sans étonnement à nouveau, hein, qui est liée aussi à l'avancée en âge et à l'apparition de comorbidités et donc de plusieurs, pathologies. Mais en tout cas de faire en sorte de pouvoir, assurer un parcours de soins complet, une prise en charge globale des personnes qui vivent avec le VIH, notamment en termes de santé mentale, sur les conditions de vie ou d'habitat, sur tout ce qui est lié aux voilà, maladies liées ou non au VIH, sur tout ce qui est lié aux effets indésirables, la question du non-jugement, sur le bilan global annuel qui est revenu aussi régulièrement, hein, sur sa non-existence, sur ce fameux bilan de synthèse annuel, hein, tout le monde ne l'a pas nécessairement. Beaucoup de gens n'ont pas ce bilan de synthèse. Et sur la question de l'accès au traitement. En associant les personnes vivant avec les VIH, l'importance d'avoir une amélioration de la coordination des parcours de santé, avec une approche pluridisciplinaire, assurer aussi, une communication efficace entre les différents professionnels de santé au bénéfice des personnes. On a eu des témoignages, notamment de personnes ayant eu un cancer, par exemple, avec, des gros soucis de communication, et de lien entre, d'un côté les infectiologues et de l'autre côté les oncologues, parfois ça se fait et malheureusement un peu trop souvent, ça ne se fait pas et les personnes se retrouvent elles-mêmes finalement à passer l'information. En tout cas, ça a été un ressenti très fort et en tout cas une revendication. Prendre en compte les comorbidités liées au vieillissement, les pathologies associées, les antécédents médicaux dans la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH, des personnes notamment qui aussi voilà, changeaient de médecin, devaient aussi refaire eux-mêmes tout leur parcours. Alors, je ne sais pas si le dossier ou l'espace, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espace partagé, accessible en ligne pourra améliorer tout ça, mais en tout cas, on sentait bien que parmi les personnes qui vivaient avec le VIH depuis très longtemps, cette question-là était aussi évidemment très importante. Alors, je parlais tout à l'heure de la question de la formation. Garantir une formation continue et une montée en compétence de l'ensemble des professionnels de santé, au sens très large du terme, hein, sur le VIH, pour lutter contre la sérophobie en milieu médical et paramédical, pour tous les intervenants dans le parcours de soins, de santé, médiateurs, médiatrices, kinésithérapeutes, psychologues. Ça, c'était vraiment un point fondamental. Je crois qu'on était 170 et parmi ces 170 personnes, il n'y avait pas une personne qui, à un moment, n'avait pas un témoignage, un vécu à partager sur la question de la discrimination. Alors, bien sûr, vous allez dire que forcément, ça ne concerne pas les infectiologues qui sont censés être au courant de l'ensemble des informations sur le VIH. On a eu parfois quelques retours un peu surprenants, mais en tout cas, on sent bien à quel point finalement les personnes, elles ont pu vivre une situation de discrimination, de stigmatisation en milieu santé voilà, ou social ou autre, essentiellement dû et souvent dû en fait à une mauvaise connaissance de ce qu'est aujourd'hui le VIH sur les questions de non-transmission, par exemple en cas de charge virale indétectable. On sent vraiment ce décalage avec des personnes qui se retrouvent parfois à elles-mêmes passer l'information au personnel de santé. On entend voilà, ressurgir des questions de discrimination, notamment dans les EHPAD ou maisons de retraite. On a des témoignages qui sont assez forts, hein, où il faut rappeler ce qu'est le VIH, la façon dont il se transmet et surtout la façon dont il ne se transmet pas. Et ça, c'est vraiment important. On s'est dit, il faut reparler, il faut refaire la formation sur ce qu'est le VIH aujourd'hui. Et puis voilà, ça se retrouve aussi sur la question de l'annonce, la question de l'impact, et notamment parmi les personnes qui ont appris leur séropositivité plus récemment. Voilà, compte tenu des forts besoins qui ont été exprimés, on a une attention particulière à porter sur la formation des professionnels de santé au moment de l'annonce du diagnostic et sur tous les enjeux de santé mentale qui sont liés à voilà, qui sont intégrés dans la prise en charge globale, la réaction à l'annonce, toutes ces informations qui sont parfois pas toujours justes au moment de l'annonce pour certaines personnes. Les témoignages étaient assez forts sur ces aspects-là. Et puis enfin, on a eu toute une série de recommandations qui a été faite à destination des personnes ou des décideurs et décideuses politiques, hein. Ça, c'est un enjeu fort en termes de plaidoyer. Alors,
la question, et vous savez bien que ça ne concerne pas évidemment que le VIH, hein, mais la question de la réduction des inégalités territoriales, vous en savez quelque chose à Mayotte, dans l'offre de soins, le suivi des parcours en santé des personnes qui vivent avec le VIH. Là aussi, ça concerne plein d'autres pathologies. Il va vraiment falloir faire des alliances très fortes pour réduire ces inégalités territoriales, quelle qu'en soit la raison. L'importance aussi de pouvoir développer et mettre en œuvre des politiques de lutte contre les discriminations dont font l'objet les personnes vivant avec le VIH. Ça, on s'est vraiment accordé sur le fait que, à différents niveaux, que ce soit la sérophobie, l'homophobie, la transphobie, le racisme, on n'allait pas y arriver tout seul en tant qu'association. Il faut vraiment un très très fort engagement des acteurs politiques sur cette question-là. Voilà, on ne sait pas si ce qui nous attend dans les années à venir, si on va pouvoir voilà, obtenir ça, mais en tout cas, vraiment une demande très très forte. Il y a une demande de création d'observatoires des refus de soins. On en a encore, du non-respect du secret médical, et notamment dans différents domaines. On a eu des exemples vraiment édifiants et récents de rupture du secret médical, notamment avec la médecine du travail, ou de rupture de confidentialité dans le cadre de l'école, pour notamment des enfants séropositifs scolarisés. Des histoires vraiment incroyables, hein, qui ne sont pas arrivées dans les années 80-90. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui met les gens dans une situation terrible dans leur parcours de vie et dans leur parcours de soins. Voilà, garantir aussi évidemment l'accès aux soins des étrangers malades. Alors voilà, ça va être un long combat et encore un plus fort combat maintenant. Transférer aussi les compétences d'examen d'avis des demandes de titre de séjour de nouveau vers le ministère de la Santé, hein. Vous savez qu'il était avant au ministère de la Santé et c'est repassé vers le ministère de l'Intérieur. Voilà, donc un vrai sujet sur cette question-là, avec une demande que ça soit retransféré au ministère de la Santé. C'est pas ce qui va être le plus facile. Développer des politiques favorables aux conditions de vie et de vieillissement des personnes vivant avec le VIH. On a beaucoup travaillé sur la déconjugalisation, vous savez, par exemple, de l'AH. Il faudrait aussi que ce soit valable pour d'autres types d'aides, hein, que les personnes concernées ne dépendent pas que du revenu de leur conjoint. Certains parlaient d'instauration de l'AH à vie pour les personnes de plus de 50 ans, pour celles qui l'avaient déjà. La question du maintien dans l'emploi, tout ce qui relève voilà, des différentes mesures sociales, le maintien dans le logement, la question du logement est fondamentale, ça revient de manière assez régulière. Alors voilà, pour terminer cette image voilà, très forte, on a fait une restitution au lendemain de ces 2 jours d'états généraux. Alors on a fait une restitution de ces états généraux au ministère de la Santé. Alors on garde une petite pointe d'amertume parce que quand on a fait cette restitution au ministère de la Santé, on aurait pu le faire au ministère de l'Agriculture. Je pense qu'on aurait eu autant de personnes du ministère de la Santé. Donc on avait fait vraiment une très maigre présence malheureusement du ministère de la Santé, voilà, on aurait aimé au moins d'avoir voilà, le ministre délégué à la santé. On nous a dit que c'était une question d'agenda, mais on a vu en tout cas que la question du VIH n'était plus vraiment au cœur des préoccupations du ministère de la Santé, malheureusement. Au niveau des équipes, oui, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, quand vous voyez ces personnes qui étaient ces porte-paroles qui ont été voilà, qui ont accepté de prendre la parole devant tous ces invités à la restitution. Parmi ces personnes, il y avait des personnes qui, au départ, au début des États généraux, avaient dit qu'elles ne voulaient pas être filmées. Donc, elles avaient un petit bracelet rouge pour signaler aux photographes et aux caméramans qui étaient là qu'elles ne soient pas filmées. Et deux d'entre elles, en fait, à la fin des généraux, on dit bah, on enlève le bracelet parce qu'on a vu à quel point ce temps était très fort et qui nous a encouragés en tout cas à être visibles et à parler de la vie avec le VIH. Et alors je vais juste départager. Alors voilà, vous voyez toutes les associations qui ont contribué, elles étaient nombreuses à ces états généraux, voilà, différentes parties du territoire, avec aussi un soutien fort de la SFLS et de la SPIL, enfin, pour avoir aussi accès à des personnes qui n'étaient pas suivies par des associations notamment. Hop, je vais départager si je peux. Voilà.
Voilà. Et voilà l'occasion pour finir, j'ai essayé d'aller vite pour, rattraper un petit peu de votre retard, hein. L'importance de dire que voilà, maintenant on a constitué un comité de suivi de ces recommandations. L'idée, c'est à la fois de porter ces recommandations auprès des groupes concernés, mais aussi d'agir sur ces recommandations à différents niveaux, et notamment de se dire: sur ces recommandations, il y a déjà des choses qui sont mises en place, hein, sur la question, par exemple, du vieillir avec le VIH. Certains d'entre vous savent peut-être déjà qu'il y a un groupe Vieillir avec le VIH qui existe depuis déjà quelques années, avec un certain nombre aussi de recommandations qui ont été portées et qui continuent d'être portées. Donc, il y a tout ce qui relève de qu'est-ce qui est déjà mis en place et comment est-ce qu'on peut mieux communiquer sur ce qui est déjà mis en place, puisque si les personnes ne sont pas informées, c'est qu'il y a un problème de communication et d'information. Ce qui relève, comme je vous le disais, de recommandations à aller porter avec d'autres alliés, avec des associations qui sont sur d'autres pathologies, avec d'autres acteurs du soin, par exemple, parce que la question de la coordination du parcours de soins, elle est importante dans plein, plein, plein de pathologies. Comment est-ce qu'on avance là-dessus de manière collective, au vu aussi voilà, de ce qu'on connaît, des difficultés rencontrées en milieu hospitalier, des difficultés d'avoir des rendez-vous, etc. Donc, comment est-ce qu'on avance collectivement? Et puis, ce qui relève enfin de revendications ou d'actions à porter, voilà, en tant qu'association liée au VIH, sur notamment les questions de discrimination et de lutte contre la sérophobie qui reste malheureusement important et qui parfois empêche les personnes d'avoir accès aux soins. Voilà, désolée, j'ai été aussi rapide que possible pour rattraper un petit peu du retard. Merci beaucoup Florence pour ce compte-rendu. Merci de nous avoir permis de vivre un peu, de partager ces états généraux. Euh, on va voir comment ça parle aux gens ici à Mayotte. Est-ce que vous avez des réactions, des remarques, des questions? Si on transpose ça à notre contexte à Mayotte, depuis 1989, le premier cas de séropositif à Mayotte, euh, peut-être qu'on va un peu avancer sur le topo d'après qui sera présenté par les infirmières du service infectieux du CHM. Mais il est vrai que quand on a vu ces états généraux, c'est vrai que nous étions très contents parce que c'est une manière aussi pour que les gens s'expriment. Euh, à Mayotte, c'est encore très 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 difficile pour X raisons. Parce que insulaire, parce que c'est un tout petit territoire, que on est encore dans une société où c'est le groupe qui prime sur l'individu et que les gens préfèrent la mort physique à la mort sociale. Donc dans ces conditions-là, à Mayotte, il n'y a pas d'association qui soit suffisamment structurée pour soutenir quelqu'un qui oserait parler de son statut sérologique, des fois que ça se passerait mal et que cette personne se retrouve indexée. En tout cas, Narek Msada, aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas encore suffisamment structurés. Quand je parle de structuration, je parle de moyens, tout simplement, hein. Quand nous arrivons à donner des bons alimentaires à des gens, nous sommes super heureux, n'est-ce pas, Marie-Ève et Aurélie? Mais après, ça ne suffit pas, les bons alimentaires, il y a tout le reste. Donc la question de la vie des personnes vivant avec le VIH à Mayotte, elle se pose, elle est pleine et entière. Donc je ne vais pas faire les réactions à moi tout seul, donc je vais laisser la parole s'il y a des réactions, des remarques. Marie-Ève. Je voulais revenir sur les chiffres. Vous porterez attention, justement, si vous restez pour la prochaine présentation. Les tendances s'inversent complètement entre la métropole et Mayotte. Et c'est malheureux qu'il n'y ait eu que 1% des représentants des États généraux en provenance de Mayotte. Parce qu'on parle vraiment
comment dire, d'un portrait complètement inversé de la situation ici en comparaison avec la métropole. Vous porterez attention du coup à ce qui se passe ici en comparaison. Voilà. Ouais, tout à fait, on était bien conscients. Après, je parle sous le contrôle de Florence, mais le 1%, je pense que c'est le seul PVVIH de Mayotte qui avait pris part à ces états généraux. Oui, alors c'est déjà, et ce qui est sûr, c'est que, alors c'était pas sur, on a eu un souci aussi pour d'autres régions, on avait le budget pour faire venir les personnes et on ne trouvait pas les personnes. C'est-à-dire on avait beau préciser que les états généraux, et on voit bien hein, sur ces questions de discrimination, que les états généraux, on aurait une attention particulière justement à ne pas filmer les personnes. Et à pas les photographier, et ça a très très bien marché hein, pour les personnes qui souhaitaient pas le faire, qu'elles ne seraient pas visibles. Mais on a senti à quel point c'était vraiment un obstacle pour participer à un événement qui finalement est très entre personnes vivant avec le VIH, et y compris en France métropolitaine. Hein. Donc c'est bien sûr que je vous le disais tout à l'heure, on avait malheureusement un enjeu budgétaire qui faisait que c'était un peu compliqué déjà, puis aussi en termes de lieux, hein, mais on a senti à quel point, à tous les égards, finalement, même participer à ce type d'événement, c'était parfois compliqué pour certaines personnes. Ouais. Moi, je voulais Et peut-être encore plus, pardon, je le précise, à l'heure des réseaux sociaux, où parfois les images se partagent alors qu'on ne le souhaitait pas. Et je crois qu'il y avait vraiment aussi, pour certains en tout cas, un vrai souci par rapport à ça. Oui, moi je voudrais juste revenir sur ce que Monsef t'a dit, et je crois que ça va me marquer à vie. Tu as dit, à Mayotte, on préfère la mort physique que la mort sociale. C'est dur ce que vous venez de dire. C'est qu'à Mayotte, où on le voit ailleurs, parce que ici on va parler de, oui, de la culture. Est-ce que c'est cette culture qui fait que on choisit vraiment de mourir physiquement et pouvoir vivre socialement? Oui, je pense que nous pouvons faire un parallèle avec l'une des séquences de la plénière d'ouverture de ce matin sur une autre thématique qui est celle des violences intrafamiliales. Sur cette thématique-là, il faut savoir qu'à Mayotte, quelqu'un viole une fille, les parents vont chercher à marier la fille à son violeur pour sauvegarder le groupe, pour ne pas mettre en péril le groupe. Le regard est très important à Mayotte. Ça commence à aller de moins en moins parce qu'encore une fois, il y a des associations qui jouent leur rôle, etc. Mais c'est encore là. Donc effectivement, les gens vont préférer mourir physiquement plutôt que de se retrouver au banc de la société. Je pense aussi qu'on peut faire le parallèle. Je ne sais plus qui ce matin parlait du suicide. Je pense que c'était la fille tout à l'heure, la fille qui était avec sa mère. En intro, elle parlait du suicide. Et si on regarde les taux de suicide, je pense chez les personnes qui sont atteintes du VIH ou chez les personnes victimes de viol, potentiellement, elles sont peut-être plus élevées. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est une hypothèse. Moi, j'ai toujours été surpris depuis le temps que je fais de la médiation avec les personnes vivant avec le VIH, à l'annonce de leur séropositivité. La première question, souvent, c'est que vont penser les autres si ça vient à se savoir. Ça, c'est automatique. C'est que vont penser les autres. Donc, on dit à nous de dire, bon, ce que vont penser les autres, on a le temps de le voir. Maintenant, on va plutôt penser à vous. Là maintenant, mais c'est un réflexe en fait qui est conditionné. Je pense que si je peux juste ajouter, je vois que Iris voulait poser une question ou faire un commentaire, juste sur cet aspect-là, même si
voilà, on est heureusement pas toujours face à des situations aussi dramatiques que du suicide. Enfin, ça arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des signes qui montrent que parfois, bah, ou des actes qui font que on va finalement ne pas aller vers les soins parce qu'on a vécu, on a vécu une situation de discrimination dans un milieu de santé et les personnes ne vont pas revenir en fait dans le milieu concerné. Donc, sans aller même s'ils arrivent trop malheureusement à des cas plus dramatiques, on a régulièrement tout au long du parcours de la personne vivant avec le VIH ces situations où elle se dit mais voilà, est-ce que ou est-ce que finalement je me cache pour aller prendre mes traitements? Est-ce que bah, finalement je saute des prises parce que je ne peux pas prendre mes traitements devant les personnes, je ne peux pas en parler à ma famille, etc. Donc on voyait bien que tous ces témoignages étaient là quand même de manière assez récurrente, quel que soit l'âge et quel que soit l'âge de la contamination aussi. Moi, je voulais juste faire un commentaire par rapport à tout ce qui a été dit, notamment par rapport enfin mon avis sur la faible participation peut-être des personnes venant de Mayotte par rapport au regard sur la maladie et par rapport à la culture, etc. Parce qu'en effet, de mon point de vue, après mon chef me contredira ou pas, en effet, à Mayotte, le regard de l'autre est très, très, très important, même si ça évolue et que ça l'est de moins en moins. Parce que si on regarde juste dans la culture, dans la société traditionnelle, la manière dont c'est organisé, on n'est pas un individu à part entière, mais on est toujours identifié à sa mère, son père, son village. Donc moi, par exemple, si je dois me présenter aujourd'hui ici, je vous dirais, je m'appelle Ayrati, je suis Ayrati Oudjati, mais à Mayotte, je suis la petite fille de, je suis une fille de tel village, j'appartiens à un village, à une communauté, à une famille, à des parents. Donc c'est pour ça que je pense enlever ce regard, faire un avancement ou supprimer, inhiber ce poids du regard de l'autre dans la société par rapport également à la maladie, ça va être très 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 compliqué et je pense qu'il va falloir en quelque sorte composer avec du mieux que l'on peut. Parce qu'on le voit également quand on ouvre des dossiers, on prend en charge des patientes, quand on fait des interrogatoires, des anamnèses et qu'on interroge sur les antécédents familiaux. Là, je pars sur autre chose. Les antécédents familiaux sont très peu connus. C'est-à-dire qu'il y a également un tabou sur la maladie, qui est de moins en moins, bien sûr. Maintenant, les antécédents sont de plus en plus étoffés avec les nouvelles générations qui ont une... si je reprends le terme de l'infirmière qui a fait l'intervention en fin de matinée, et la littératie sur la maladie, la médecine est de plus en plus développée sur les jeunes générations de la trentaine. On connaît de plus en plus de choses, donc on s'y intéresse. Mais la maladie est tabou. Donc les personnes, ils disent toutes leurs familles sont en bonne santé. Or, c'est faux. Il n'y a pas d'antécédents familiaux de cancer, de maladie, de autre chose. Enfin, même tension, diabète, des choses toutes simples. Or, c'est faux. C'est juste que c'est pas assez discuté et c'est pas assez véhiculé. Voilà. Merci. Jean-Claude Tardy, Lyon. Merci pour votre présentation et merci pour tout ce que vous faites tout au long de l'année. Vous avez rappelé qu'il y avait toujours de la stigmatisation, de la discrimination. Je ne sais pas comment on va y arriver parce que les cons, ils sont quand même vraiment très nombreux quoi, sur cette terre. Quoi. Et il y a un truc, je vais peut-être choquer un peu, mais il y a un terme que j'aime pas et qu'on voit partout, c'est PV-VIH. Personnes vivant avec le VIH. Mais on ne dit pas PV, VHB pour ceux qui vivent avec le virus de l'hépatite B. On ne dit pas PV, HTA pour ceux qui ont de l'hypertension artérielle. Donc, il y a vivant, ça fait plaisir. Mais j'aime pas ce terme, je ne sais pas s'il ne participe pas quelque part à la discrimination et à la stigmatisation. Une personne vivante, voilà. Mais pourquoi personne vivante avec le VIH? Pourquoi on fait ce distinguo? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense, moi, c'est que, en fait,
De mon côté, j'utilise jamais l'acronyme. Enfin, là moi, je fais que vous relater les recommandations. Donc déjà, tous les acronymes en général me mettent mal à l'aise. Néanmoins, ce qu'il faut rappeler, c'est le fait qu'il y avait une importance aussi à rappeler, y compris dans le vocabulaire, que les personnes n'avaient pas le sida. Donc, on voit aussi fortement le fait on nous dit encore tel sida, et la question de vivre avec une pathologie. Alors, effectivement, on rencontre moins, notamment dans les acronymes, une personne vivant avec un diabète, une personne vivant avec, etc. Donc, l'histoire aussi s'est construite de manière différente, je pense, dans chaque pathologie. Euh, bon, voilà, après, je pense que aussi, c'était aussi important de voir dans ces états généraux que ce qui est important, c'est aussi que chacune se définissait aussi comme il le souhaitait. Je prends juste un autre exemple, hein, on s'est, nous, attribué finalement le terme de personne séropositive. Or, on a vu avec le Covid qu'on pouvait être séropositif à plein de choses. Voilà, je pense que la question du vocabulaire et de l'histoire aussi des pathologies, voilà, et après, ce qui est important, c'est que chacun puisse, en tout cas, se définir comme il ou elle le souhaite. Oui, oui, non, mais je comprends bien. Je peux peut-être intervenir puisque je vais parler de stigmatisation et discrimination tout à l'heure. Françoise Linard, donc Jean-Claude Tardy, merci pour ta question. Salut, Je la trouve Françoise. très pertinente et en fait, ça renvoie au fait que pendant longtemps, ça a été l'identité des personnes, c'est-à-dire elles se définissaient elles-mêmes comme séropositives. Et ce que vient de dire Florence, et je suis bien d'accord avec toi, Florence, c'est que vivant avec, ça a essayé de prendre une petite distance par rapport à la question identitaire. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'on est un cancéreux, alors qu'évidemment, on n'emploiera jamais ce terme. Donc, c'est vraiment une question par rapport à l'identité qui a pu servir aussi dans les luttes, hein. Je pense aux actions qui ont été menées, ou être séropositif, comme dit Florence, même si aujourd'hui ça n'a plus aucun sens par rapport au Covid, l'hépatite et tout ce qu'on voudra, ça avait du sens. Donc voilà, qu'est-ce que l'identité et comment elle peut entraîner de la stigmatisation puis des discriminations, ben, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Merci, je t'écouterai tout à l'heure, Françoise. À tout à l'heure. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, nous allons... Si, je crois qu'il y avait une question d'Iris en ligne, là. Je fais la petite main depuis tout à l'heure. C'est pas une vieille main, c'est toujours la même. Bonjour à tout le monde. Je voulais revenir. Merci Florence pour ton intervention. Et quand tu as parlé de ces personnes qui ont fini par enlever leur bracelet pour pouvoir être filmées, puisque le bracelet signifiait je ne veux pas apparaître sur les images. À Tempo, à Grenoble, on a justement discuté avec des personnes qui ont accepté En fait, elles n'ont pas accepté, elles ont enlevé leur bracelet avec fierté. Donc, c'est pas simplement une acceptation, c'est vraiment au-delà. Et en fait, ça s'est fait aussi parce que le fait d'être ensemble, nombreux et nombreuses pour se sentir accompagnés, soutenus, militer, lutter, crier ou être en pleine poésie, enfin peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est très porteur dans la reprise du pouvoir sur soi. Et effectivement, c'est ce qui se passe quand les gens se rassemblent. Et c'est tout ce qui est important, à mon sens, de ne pas se sentir seul dans ces combats. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Iris.